Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Les grands jours tant souhaités est enfin arrivé. Indépendance, tcha-tcha. En vertu du droit de seul à disposer de l'air. De ces moments et à jamais, notre État libre et indépendant. Il n'y a pas de dignité sans liberté. C'est par la lutte qu'elle a été conquise. la patrie ou la mort. En Afrique, il y a un grand diable qui vend les autres Africains. Au table ronde, tcha-tcha, va gagner. On y panda, tcha-tcha, ton sourire. Il ne sera resté que 4 ans à la tête de son pays, et pourtant près de 3 décennies après, ses compatriotes, mais également la jeunesse africaine dans son écrasante majorité, et même certains leaders d'Amérique latine, le considèrent encore comme l'un des personnages les plus marquants de l'histoire du XXe siècle. L'évocation de son seul nom suscite encore et toujours beaucoup de passion. Beaucoup le perçoivent comme le symbole de la lutte contre le néocolonialisme, ou encore l'incarnation du retour à l'authenticité, la vraie. Thomas Sankara. Il faut bannir de vos rangs les paresseux. Il faut bannir de vos rangs les féodaux, les équilibristes, ceux qui croient que ce chantier est pour eux l'occasion de devenir de petits patrons pour les élections futures. Tous ces gens, tout cela, il faut les mettre de côté. Il faut bannir de vos rangs les maris qui n'autorisent pas leurs femmes à aller sur les chantiers. Camarades, les mauvais maris, les mauvais maris, les paresseux, les voleurs, Les maris réactionnaires, les petits patrons, les grands patrons, Abba, les détourneurs de fonds, Abba, les voleurs. Abba, Tout est ngayinga. Ontakaku. Tout est ngayinga. Je viens à cette 39e session vous parler au nom d'un peuple qui, sur la terre de ses ancêtres, a choisi dorénavant de s'affirmer et de s'assumer dans son histoire, dans ses aspects positifs comme dans ses aspects négatifs, sans complexe aucun. Un monde où l'humanité est transformée en cirque, déchiré par les luttes entre les grands et les semi-grands, battu par les bandes armées, soumises aux violences et aux pillages. Un monde où des nations, se soustrayant à la juridiction internationale, commandent des groupes de hors-la-loi vivant de rapines et organisant d'ignobles trafics de fusils à la main. Ce 14 octobre 1984, les grands dirigeants du monde découvrent à l'occasion de cette 39e session de l'Assemblée générale des Nations unies le révolutionnaire, le jeune capitaine qui depuis 1 an exactement qu'il a pris les rênes de son pays, petit territoire d'Afrique de l'Ouest, jusque-là difficilement localisable sur une carte, multiplie les actions d'éclat, bouscule les habitudes, instaure une nouvelle approche de la relation Nord-Sud. Thomas Sankara qui n'hésite plus à s'attaquer à certains tabous, à certaines résolutions que n'osaient pas dénoncer les dirigeants africains. Je ne parle pas seulement au nom du Burkina Faso, tant aimé, mais également au nom de tous ceux qui ont mal quelque part. Je parle au nom de ces millions d'êtres qui sont dans les ghettos, parce qu'ils ont la peau noire, ou qu'ils sont de cultures différentes, et qui bénéficient d'un statut à peine supérieur à celui d'un animal. Je souffre au nom des Indiens massacrés, écrasés, humiliés et confinés depuis des siècles dans des réserves. L'insolence, la provocation, le défi vis-à-vis de l'hôte américain ne s'arrêtent pas là.
Après un discours fleuve où il s'en prend pêle-mêle à l'impérialisme, à la colonisation, au trafic d'armes, à la politique raciste sud-africaine et à ses soutiens, où il dénonce les incohérences dans les discours des traditionnels riches donneurs de leçons, il s'attaque à un autre sujet qui divise. Un sujet qu'évitaient soigneusement les dirigeants du Sud. Israël et la situation de la Palestine. Israël doit commencer à apprendre à devenir une nation comme les autres nations, parmi les autres. Pour l'heure, nous tenons à affirmer, du haut de cette tribune, notre solidarité militante et agissante à l'endroit des combattants, femmes et hommes de ce peuple merveilleux de la Palestine. Si certains au sein de cette assemblée de la Tour de Verre de Manhattan font la grimace, Thomas Sankara, lui, est heureux. Même s'il sait qu'il s'attaque à plus fort que lui, même s'il sait qu'il n'est, comme on dit dans la forêt équatoriale, qu'une mouche sur la queue d'un éléphant, il a le sentiment, ce jour-là, d'avoir dit tout haut ce que pensent les sans-voix dont il se veut désormais l'un des porte-paroles. Il a l'intention de dénoncer partout où il le peut l'impérialisme et le néocolonialisme. L'impérialisme, l'impérialisme, le néocolonialisme, le racisme, le fantochisme, gloire, dignité, pouvoir, la patrie ou la mort, la patrie ou la mort. Merci camarades. Il faut dire que quelques jours plus tôt, bousculant toutes les règles diplomatiques, il s'est rendu dans le mythique quartier noir de Harlem pour rencontrer les communautés africaines, mais également les populations africaines-américaines. Un événement exceptionnel aux États-Unis d'Amérique, où jusque-là, les autorités s'étaient employées pour empêcher les leaders africains d'aller à la rencontre de la communauté de Harlem. Ce 3 octobre 1984, à Downtown, la salle Harriet Tubman est pleine à craquer pour écouter le Politician, qui pendant plus d'une heure va tenir son public en haleine. Il suggère même dans son discours enflammé, ponctué de « yes, right, it's true » et même des pleurs, des orientations de vote. Nous devons comprendre que notre existence doit être vouée à la lutte pour la réhabilitation de l'homme africain. Certains Noirs ont peur et ils préfèrent s'inféoder aux Blancs. Il faut les dénoncer, il faut les combattre. Nous devons être fiers d'être Noirs. Souvenez-vous, il y a beaucoup de ces hommes politiques qui ne pensent aux Noirs qu'à la veille des élections. Et c'est pourquoi je vais vous montrer que je suis prêt contre l'impérialisme. That's why I'm going to show you that I'm ready for imperialism. Le public de Harlem est conquis et certains éclatent en sanglots lorsqu'ils s'exclament et annoncent que tout président africain qui vient aux États-Unis devrait d'abord passer par Harlem, parce que notre Maison Blanche se trouve dans le Harlem noir. That's what I said and I will repeat myself. My White House is in the Black Harlem. La jeunesse africaine, elle aussi, est sous le charme devant tous ces coups d'éclat, toutes ces sorties qui tranchent singulièrement avec les discours plutôt lisses et polissés que servent traditionnellement leurs dirigeants. S'agissant de nos ennemis, nous ne saurons jamais transiger. Il n'est pas question de cette fameuse sagesse. Nous avons été trop longtemps sages. Voilà les résultats de la sagesse. Né le 21 décembre 1949 à Yako, dans le centre-nord de la Haute-Volta, Thomas Sankara est un Simi Moarga, un métis de père Peul et de mère Moussi, l'ethnie dominante. Le 21 décembre 1949, à Yako, l'année le 22, il a téléphoné à son oncle Abel pour lui dire qu'il avait eu un capitaine dans notre foyer. C'est-à-dire le troisième enfant. Chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui 5 août 1960, à 0 heure, au nom du droit naturel de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Thomas Isidore Noël Sankara est encore à l'école primaire lorsque Maurice Yameogo prononce cette accession de son pays à la souveraineté internationale. En 1960, quand on prépare l'indépendance,
Il a vu dans un papier, un journal, qu'on a marqué le drapeau de Botéique à ce moment-là. Il a regroupé ses frères, ses amis, il y avait des petits Européens aussi. Il a fait monter le drapeau français pour pouvoir descendre ça après monter le drapeau Botéique. Mais il y a un petit Européen, c'était son collègue d'école, qui n'était pas content pourquoi on descend le drapeau français et puis monter celui de Botéique. Là, il y a eu Dakar. Le jeune homme, déjà animé de ce sentiment nationaliste, va très rapidement quitter Kaya pour rejoindre Ouagadougou, où il rentre dans l'enseignement secondaire. Ah, mais c'était un homme tout à fait normal, un jeune homme tout à fait normal, mais studieux, très curieux, prêt à poser toutes les questions nécessaires pour comprendre quelque situation que ce soit. On sentait peut-être quelques particularités sur les aires de jeu, par exemple. Quand on commence à jouer, très rapidement, il s'impose comme le leader. Quand il émettait une idée, vraiment, il était très convaincant. La voix du jeune garçon à la forte personnalité, fils d'un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, est manifestement toute tracée dans le métier des armes. Il va donc rejoindre le Prytanée militaire de Kadiogo après son brevet d'études de premier cycle. C'est dans cette institution qu'il va vivre le changement de régime dans son pays. C'était un élève normal. Pour parler un langage vulgaire, je dirais qu'il ne cassait pas des briques. Il ne se faisait pas remarquer, sauf lorsqu'il y avait une organisation à faire. Lorsqu'il fallait organiser quelque chose, Thomas était toujours là. Et quand il fallait innover, par exemple pour défiler, sortir certaines phases, il était là. Maurice Yameogo est renversé par les puissants syndicats et la rue qui dénonce la corruption du pouvoir. Je me réjouis, et mes ministres après moi, de la manière la plus pacifique dont les choses se sont résolues. Si, depuis heureux, le chef d'état-major général, entouré de tous ses officiers, ait pu, en parfaite harmonie avec moi-même, pour que justement notre pays puisse continuer d'aller de l'avant, réaliser de façon si pacifique ce que j'appellerais ce transfert de compétences. Que l'équipe qui s'en va n'éprouve aucune rancœur. Rassurez-vous, lui, nous plaît, parce qu'elle a permis d'éviter l'effusion de sang. Et c'est pour cette raison précise que le colonel Sangoulé, que je connais très bien, a bien compris lorsque nous nous sommes rencontrés qu'il fallait procéder comme nous l'avons fait. Pour la première fois, l'armée prend le pouvoir. Le général Sangoulé Lamizana remplace le vieux Maurice à la tête de la Haute-Volta. Thomas Sankara a à ce moment-là 16 ans. Et lorsqu'il s'envole à l'âge de 20 ans pour l'Académie militaire d'Antirabé à Madagascar pour poursuivre sa formation, l'armée qui a décidé de ne plus remettre les pouvoirs aux civils n'a pas changé grand-chose selon lui à la situation précédente. Non seulement il n'y a pas de prisonniers politiques, mais je puis vous affirmer que dans notre pays, il y a 7 partis politiques. Et si nous devons parler des indépendants et qui comptent 2 députés à la Chambre, nous devrions plutôt parler de 8 partis politiques qui s'exercent librement dans toute l'étendue de notre République. Nous sommes en 1970. Thomas Sankara, le jeune sous-officier qui lit beaucoup, commence à s'intéresser à la chose politique. Encore une fois, hasard de calendrier, il va assister à une autre révolution partie toujours de la rue qui installe une autre armée au pouvoir, celle de Madagascar. Nous sommes en 1972.